Bonjour, donc bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA. Aujourd'hui, on va vous parler du contrôle fiscal et de son déroulement. Comment se passe un contrôle fiscal? Connaître les grandes étapes du contrôle fiscal pour mieux se prémunir et puis se protéger. C'est un moment important dans la vie de l'entreprise. C'est d'ailleurs quelque chose qui doit intervenir régulièrement. Et souvent, on entend à la télévision des journalistes dire, mais vous voyez, les agriculteurs, ils sont contrôlés tous les 70 ans, le commerçant tous les 40 ans, sauf qu'ils prennent des statistiques sur des années extrêmement lointaines et sur une durée très longue. Or, en réalité, si on se base sur notamment l'expérience de notre cabinet, on se rend compte qu'une entreprise dont la vérification de comptabilité s'est mal passée est souvent recontrôlée au bout de 4 ou 5 ans. Et lorsque ça s'est bien passé, on a atteint généralement 8, 9, 10 ans. Maintenant, ça dépend aussi de la taille et du développement de la société. Plus la société est grande, plus grosse, plus elle aura tendance à être contrôlée et plus elle se développera en termes de chiffre d'affaires, plus l'administration sera intéressée à venir la vérifier. Premier élément dont je voudrais vous parler dans le cadre du contrôle fiscal, et c'est un préalable, c'est savoir sous quelle procédure vous allez être contrôlé. Est-ce que vous allez être contrôlé dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire ou est-ce que vous allez être en procédure de taxation d'office? Alors, la base, c'est la procédure de redressement contradictoire. Pourquoi? Parce que vous avez déposé en temps et en heure vos déclarations, et donc vous allez pouvoir bénéficier de tous vos droits. Un vrai dialogue va pouvoir se faire avec l'administration fiscale et vous allez voir notamment que la durée du contrôle sera plus longue, on vous donne plus de droits et vous aurez notamment, normalement, la possibilité de saisir la commission départementale. À l'inverse, lorsqu'on est en taxation d'office, ça peut aller très très vite et la mise en recouvrement être extrêmement rapide. Alors, quels sont les cas de taxation d'office? Défaut ou retard de la production de certaines déclarations. Alors souvent, si vous ne déposez pas vos déclarations en temps et en heure, vous allez recevoir une mise en demeure de l'administration fiscale et vous aurez un délai de 30 jours pour pouvoir y répondre et donner les documents. Si vous ne le faites pas, dans le délai de 30 jours, on considère que vous êtes en taxation d'office. Autre cas, vous ne répondez pas à des demandes de justification ou d'éclaircissement. Vous vous opposez au contrôle fiscal, c'est-à-dire que vous ne communiquez pas les documents lors du contrôle, et notamment au début du contrôle. Là, on va tout de suite effectivement changer de type de procédure. Et puis, le non-respect de certaines obligations qui concernent notamment les micro-entreprises ou les non-résidents. Voilà, la charge de la preuve, elle sera souvent renversée, elle sera sur le contribuable, alors que dans le cas contraire, la charge de la preuve sera sur l'administration fiscale. Donc, comment commence un contrôle fiscal? Vous allez recevoir une convocation de l'administration fiscale. Alors néanmoins, de plus en plus, on assiste à quelque chose de particulier. C'est-à-dire que l'administration fiscale vous appelle, ils ont vos numéros de téléphone, et, y compris les téléphones portables, et ils vont vous dire, voilà, vous avez un contrôle fiscal, on vous a envoyé une proposition pour une première date de rendez-vous. S'il y a un souci, vous nous le dites et vous nous appelez. Donc, ils n'hésitent pas à appeler préalablement. L'intérêt du premier document reçu, c'est qu'on va pouvoir un peu déterminer pourquoi ils viennent. Alors, mon premier réflexe lorsqu'un client m'appelle pour me dire « je suis soumis à un contrôle fiscal, assistez-nous », je leur dis eh ben, « vous allez m'envoyer le document que vous avez reçu ». Et puis, on va regarder en haut à gauche par qui vous êtes contrôlé. Est-ce que vous êtes contrôlé par un centre de contrôle, un centre des impôts plutôt classique, ou est-ce que vous allez être contrôlé par une DIRCOFI ou même par la DNVSF? Ça, c'est extrêmement important. Puis on va pouvoir regarder, dans certaines brigades, on a des brigades spécialisées. Donc, en fonction de la brigade,
de l'adresse, du supérieur hiérarchique et de l'interlocuteur départemental, on va pouvoir un peu expliquer comment ça risque de se passer. Notamment l'interlocuteur départemental, on n'en a pas tant que ça en Île-de-France, donc généralement on les connaît, puis on explique souvent le sentiment qu'on a au regard de l'administration fiscale et comment ça peut se passer. Et puis, élément important, vous allez avoir le contour de la vérification. Ça veut dire qu'on va vous expliquer qu'on va vérifier sur 1, 2 ou 3 exercices. Alors, la pratique, c'est plutôt 2 exercices. Et lorsqu'on clôture à des dates décalées en dehors du 31 décembre, on peut être sur 3 exercices. Et puis, vous allez voir les impôts concernés. Alors, soit on vous dit toutes les déclarations, soit on va vous préciser quelque chose, et notamment on peut vous dire les déclarations de TVA jusqu'au mois de janvier 2022 ou juin 2022. Donc, lorsque on parle expressément de la TVA et on vise la TVA dans l'avis de vérification, ça veut dire que l'administration sent déjà pas bien le dossier et pour elle, elle a des indices qu'il y a des erreurs. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle obtiendrait gain de cause, mais ça veut dire qu'elle, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur cet impôt. Donc, cet élément est important. Lorsque l'administration vous fixe le premier rendez-vous, il ne faut pas hésiter, c'est extrêmement fréquent, à les appeler, leur dire, voilà, je ne suis pas prêt, je ne suis pas disponible, c'est trop tôt, on décale d'une semaine, 2 semaines, ça ne pose aucune difficulté. Mais c'est important toujours d'avoir un dialogue avec l'administration fiscale. Nous, lorsqu'on on demande notre assistance, on appelle l'inspecteur ou l'inspectrice, on se fait connaître, on leur explique que le contrôle, dans notre cas, puisqu'on a une spécificité au cabinet, va se dérouler dans nos locaux, et puis on va organiser le premier rendez-vous. Donc, voilà ce qu'il faut déjà connaître en amont du contrôle et au regard du premier document reçu lors du contrôle. Le premier rendez-vous, alors, généralement, il se fait dans les locaux de l'entreprise. Même lorsque le contrôle se déroule soit notre cabinet, soit chez des experts comptables, je demande que le premier rendez-vous soit dans les locaux de l'entreprise parce que c'est important que le vérificateur, si ce n'est pas le cas, il va avoir des doutes, il va se poser des questions. On lui montre qu'on n'a absolument rien à cacher. Et puis, ça permet aussi, selon les activités, de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Typiquement, moi, au cours du premier rendez-vous, lorsqu'on demande à l'inspecteur pourquoi il vient, il nous explique et on se rend compte qu'il vient parce que l'administration a une mauvaise interprétation de l'activité réelle de l'entreprise. Donc, ils ont traduit ça en comptabilité, en fiscalité, sauf qu'ils ont fait des erreurs parce qu'ils n'avaient pas le sens pratique vraiment de ce que faisait l'entreprise. Donc, c'est important. C'est un rendez-vous de dialogue où on va présenter un peu l'histoire, qu'est-ce qu'on fait en pratique et surtout, qu'est-ce qui s'est passé pendant la période vérifiée. On ne peut discuter dans un contrôle fiscal que des éléments qui concernent la période vérifiée. Et puis, on a un élément qui avant était optionnel et devenu obligatoire, c'est la transmission des FEC. Il s'agit du fichier des écritures comptables. Donc, généralement, nous, on les met sur une clé USB. L'inspecteur ou l'inspectrice ont un ordinateur. Ils vont tester avec leur logiciel les fichiers qu'on leur communique. Normalement, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, si l'inspecteur n'arrive pas ou a une difficulté sur une année, généralement, il nous dit qu'il va le vérifier au bureau et puis nous, on redemandera à l'expert comptable la communication de cette pièce et on verra pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est important de donner ces éléments-là. Attention, si vous ne les donnez pas, vous encourez la taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal, indépendamment d'une amende de 5 000 €. Donc, important, premier rendez-vous, transmission des FEC, connaissance avec l'inspecteur. On porte à sa connaissance des éléments importants, c'est-à-dire que si vous avez un problème d'archivage parce que des documents ont disparu,
il faut le dire, il faut aussi amener des preuves parce qu'il ne suffit pas de dire que des documents ont disparu, ce sera toujours à votre détriment. Et puis, bien organiser le contrôle et notamment les rendez-vous suivants. Les rendez-vous suivants, c'est quoi? C'est l'administration qui va revenir, qui va demander la communication de certaines pièces. Le contrôle commence généralement pour l'inspecteur ou l'inspectrice par l'analyse des éléments juridiques de la société, puis après, il va regarder, il va rentrer dans le détail des années. Alors, selon les personnes, certaines font année par année, d'autres font par typologie d'impôt. Donc, ça, c'est vraiment très particulier. Il faut retenir un principe essentiel, c'est que le débat doit être oral et contradictoire. Et moi, je n'hésite pas à dire à l'administration, le débat n'a pas été oral et contradictoire parce que on n'a pas vraiment échangé. À chaque fois que nous avons voulu échanger avec vous, c'était niet, 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 sans motivation. Le débat oral et contradictoire, il a aussi connu une évolution suite au Covid. Pourquoi? Parce que on a eu un arrêt, quasi-arrêt des contrôles fiscaux, et puis ça a redémarré lentement. On peut dire que depuis 6 mois, on est revenu en vitesse de croisière. Mais l'administration fiscale a gardé un des réflexes qu'elle utilisait, c'est-à-dire lorsqu'elle vient, il demande la communication de pièces et de plus en plus la communication de pièces via l'espace, le cloud de l'administration qui s'appelle Escale. Or, on se rend compte, nous, que du fait de ces communications, les inspecteurs et inspectrices viennent moins nous voir et donc on a moins de débats. Et puis surtout, ils pensent que les documents, on les a en communication directe, immédiate, et on leur explique que, suivant la taille de l'entreprise, ce n'est pas toujours le cas. Même c'est souvent le cas qu'il n'est pas possible de communiquer des pièces avant souvent une semaine, 10 jours, parce qu'il faut remonter loin dans la comptabilité, les informations, on a des personnes différentes qui sont passées dans l'entreprise. Donc, faire bien attention, on a un dialogue, l'administration a un pouvoir d'investigation. Alors, élément aussi relativement récent, c'est qu'auparavant, elle prenait peu de photocopies, elle a tendance à en prendre plus. On ne peut pas s'opposer à ce que l'administration fasse des photocopies. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'opposer à lui communiquer des pièces. Il faut les donner et si vous ne les donnez pas, vous risquez également d'avoir des amendes. Voilà, donc on arrive maintenant au cœur du contrôle fiscal, c'est comment va se dérouler le contrôle. On a vu la première phase, c'est-à-dire vous recevez un avis de vérification avec des impôts, avec une personne qui vous dit qu'elle va venir tel jour au premier rendez-vous, puis il y a un certain nombre de rendez-vous qui se déroulent, et à un moment, on va vous dire rendez-vous de synthèse, qui n'est pas obligatoire, mais et puis le rendez-vous de synthèse va donner lieu à une proposition de rectification. Alors cette proposition de rectification, attention, elle fait courir des délais, elle est envoyée normalement à l'entreprise, mais elle peut être aussi envoyée au conseil s'il a donné un pouvoir et que l'entreprise a un pouvoir de domiciliation et domicilié chez son conseil. Donc, la proposition de rectification, c'est le détail des faits qui vous sont reprochés, leur traduction en fiscalité et puis surtout leur traduction en incidence financière. La réception de ce document va ouvrir un droit à réponse dans un délai de 30 jours. Néanmoins, si vous êtes en procédure contradictoire, vous allez pouvoir demander de passer de 30 jours à 60 jours pour répondre. Alors, honnêtement, 30 jours, c'est vraiment très, très court. Donc, nous, dès qu'on reçoit une proposition de rectification, à peine, sauf à ce qu'on n'ait qu'un seul motif, mais ce qui est quand même relativement rare, on demande automatiquement à bénéficier des 60 jours, même si on répond en 30 jours. Hein. Donc, il faut se donner ce pouvoir-là. On va répondre avec des pièces.
avec une analyse en droit, il ne faut pas oublier que la fiscalité, c'est du droit. C'est le droit fiscal. Il ne faut pas confondre le droit fiscal et la comptabilité. C'est deux choses. D'ailleurs, vous avez une liasse fiscale qui reprend des écritures comptables, mais qui aussi va en extourner certaines parce qu'on a des sommes qui sont, par exemple, non déductibles. Donc, on répond en droit de manière motivée. J'explique souvent lorsque il m'arrive de venir derrière soit un confrère ou plus souvent derrière un expert comptable que quand on a un conseil, c'est au conseil d'écrire et pas sur le papier en tête de l'entreprise, puisqu'il doit montrer que c'est un professionnel qui sait répondre, il engage donc son savoir-faire pour pouvoir répondre dans les délais. Une fois que vous avez répondu, on va attendre ce qu'on appelle la réponse aux observations du contribuable. La réponse aux observations du contribuable, elle peut arriver en un mois, mais il m'est arrivé de l'avoir arrivé en un an ou un an et demi. Pourquoi? Notamment, on voit ça en fin d'année, lorsque pour éviter une prescription, on a la première année, l'année qui va être prescrite au 31 décembre, donc qui va faire l'objet d'une proposition de rectification. Puis, l'inspecteur va revenir au mois de janvier, au mois de février pour faire son travail sur une année en plus ou 2 années en plus. Et donc, la procédure va perdurer un peu plus longtemps. Et pour se mettre à niveau, souvent, l'inspecteur ne répondra aux observations du contribuable qu'après avoir envoyé les propositions de rectification de la totalité des années pour essayer de trouver et aller en cohérence. Alors, dans la réponse aux observations du contribuable, on va vous dire deux choses. On va vous laisser l'option de saisir ou pas une commission départementale. Alors, en pratique, si on considère qu'on est sur une entreprise, généralement, on peut saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Si vous êtes en taxation d'office, vous ne pourrez pas le demander. Puis, il y a certains motifs pour lesquels on ne peut pas demander la saisine de la commission, notamment sur des sujets de TVA déductible. On le peut en TVA collectée, pas en TVA déductible. C'est très important de saisir cette commission. Pourquoi? Parce qu'elle est composée paritairement de membres de l'administration fiscale et de représentants des contribuables qui sont des membres des chambres de commerce et d'industrie, et elle est présidée par un membre du tribunal administratif accompagné d'un greffier et d'un expert comptable. Donc, on va avoir pour la première fois des personnes qui vont analyser le dossier en dehors de l'inspecteur et de l'entreprise. Donc, on a des délais plutôt courts. Il faut faire un rapport qu'on communique généralement 3 semaines avant de passer devant une commission. Il faut savoir que le temps de passer devant une commission, on est au minimum sur un délai de 6 mois. Donc, pendant 6 mois, ça va vous permettre d'aller rechercher des pièces ou de nouvelles pièces que vous n'aviez pas à l'époque pu communiquer, et ça va vous permettre d'étayer votre défense. Donc, ce n'est pas un temps de perdu, et puis il a aussi un intérêt. C'est-à-dire que dans la proposition de rectification, on va vous dire « votre redressement est de X ». Mais dès qu'on reçoit la proposition, les intérêts de retard sont gelés. Ils ne reprendront qu'à compter de l'avis de mise en recouvrement. Donc, pendant tout ce temps-là, la somme reste figée, et quand on regarde les différents délais échangés, on arrive souvent à un délai d'1 année. Ça a un intérêt, ça permet de réfléchir quand même et d'analyser le pour et le contre, et éventuellement, avant ou après avoir été en commission départementale, de saisir le supérieur hiérarchique puis l'interlocuteur départemental pour aller négocier avec eux, vous défendre, mais aussi négocier, peut-être trouver une solution amiable. Ça arrive, c'est relativement fréquent. Il ne faut pas hésiter à entrer dans ce process-là. Une fois qu'on a trouvé un accord ou qu'on n'a plus d'accord possible et que chacun reste sur ses positions, notamment après l'avis de la commission départementale, ou avant l'avis de la commission, si elle ne peut pas être saisie, notamment lorsqu'on est en taxation d'office, on a un avis de mise en recouvrement qui est émis par l'administration fiscale.
Alors, on va s'arrêter là parce que la procédure du contrôle fiscal, pour moi, est terminée et on rentre après dans une procédure contentieuse que j'aurai l'avantage de développer lors d'un prochain webinaire. En synthèse sur le contrôle fiscal, je dirais dialogue, assistance, faites-vous assister. Nous, on se rend compte que plus on arrive tard dans les contrôles, plus c'est souvent compliqué parce que quand on est tôt, on arrive à regarder les pièces, on arrive à dire, souvent même avant de commencer, à faire une sorte de mini-audit fiscal pour poser les questions et connaître quelles sont les zones de risque et à avoir une vraie stratégie fiscale lors du contrôle pour expliquer. Souvent, il peut arriver d'aller voir l'inspecteur et dire, bon, a priori, il y a une erreur qui a été commise, on demande une régularisation spontanée. Donc, voilà, il faut vous faire assister. Typiquement, on voit, nous, les experts comptables, ça ne pose pas obligatoirement de difficultés, mais rapidement, ils ne réfléchissent principalement qu'en comptabilité et pas obligatoirement en fiscalité. Donc, nous, on voit qu'on intervient souvent au milieu ou lorsque la proposition de rectification est communiquée, parce qu'il arrive que des personnes reçoivent une proposition de rectification et se disent « mais quel est ce montant? Personne ne m'a tenu informé, ni mon expert comptable, ni l'administration fiscale. » C'est pour ça qu'il faut avoir à chaque fois un débat oral et contradictoire pour ne pas être surpris et pour pouvoir à chaque fois expliquer et communiquer des documents. Voilà ce que je voulais vous dire dans le cadre de ce webinaire. Je vous remercie d'y avoir participé et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Merci.